Nous sommes le mardi 2 juin de l'an de grâce 2020. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce jour pour une nouvelle édition de Écho du Monde. L'actualité du monde. Démarrons déjà pour parler sûrement du Covid-19. Eh bien, ils attendaient ce moment avec impatience. Les gérants de bars et restaurants rouvrent enfin leurs portes ce mardi. Après bientôt 3 mois de fermeture imposée par la crise du coronavirus, les établissements ont dû s'organiser pour respecter le strict protocole sanitaire. Interdiction de consommer debout au comptoir, des tables limitées à 10 personnes, 1 mètre de distance minimum entre chaque groupe de clients, un véritable casse-tête pour les restaurateurs, chacun devant trouver ses marques et s'adapter. En région parisienne, le virus circule davantage, les établissements ne pourront servir qu'en terrasse, mais les professionnels auront la possibilité de s'étendre sur l'espace public. Trottoirs, places de stationnement, rues fermées à la circulation. Cette phase 2 du déconfinement en France prévoit également la réouverture de tous les parcs et jardins. Sont concernés aussi presque partout les piscines, gymnases, salles de sport, parcs de loisirs, salles de spectacle, théâtres et musées. Déconfinement plus prudent là aussi en zone orange, Île-de-France, Guyane et Mayotte qui devront attendre jusqu'au 22 juin prochain pour ouvrir la plupart de les équipements culturels et sportifs. Les grands musées comme celui du Louvre ne rouvriront pas avant le mois de juillet prochain. Alors que la France entre ce mardi dans sa phase 2 du déconfinement, des lieux très prisés en Europe par les visiteurs ont recommencé à accueillir le public. Un parfum de normalisation flotte sur l'Europe. Le Colisée de Rome, les boutiques du Grand Bazar d'Istanbul ou encore du Grand Marché de Camden à Londres ont rouvert leurs portes aux visiteurs. En Italie, après la basilique Saint-Pierre de Rome, Pompéi ou encore la Tour de Pise, c'est au tour du Colisée, site touristique le plus fréquenté de la péninsule, de recevoir à nouveau les touristes. L'imposant amphithéâtre de la Rome antique a accueilli près de 300 personnes qui avaient effectué une réservation en ligne, loin des 20 000 touristes quotidiens habituels avant la crise sanitaire. En Espagne, où pour la première fois depuis 3 mois, le virus n'a fait aucun mort en 24 heures, c'est l'emblématique musée Guggenheim qui a rouvert. En Turquie, l'accès au Grand Bazar d'Istanbul est de nouveau autorisé au public, alors qu'il lui était interdit depuis le 23 mars, une fermeture d'une durée inédite en près de 6 siècles d'existence. Au Royaume-Uni, le pays le plus endeuillé d'Europe, mais où le nombre de morts en 24 heures a été le moins élevé lundi, depuis le début du confinement, le 23 mars, eh bien, le très touristique marché de Camden à Londres a rouvert prudemment ses portes. Aux Pays-Bas, les touristes pourront de nouveau se rendre au musée Van Gogh ou encore au Rijksmuseum d'Amsterdam. En revanche, les coffee shops ne peuvent servir que du cannabis à emporter pour les amateurs. 1er juillet, c'est cette date que le président russe a choisie pour la tenue du référendum constitutionnel. Le 1er juillet, les Russes sont appelés à donner leur avis sur la réforme de la Constitution. Juste un avis, car elle a déjà été adoptée par le Parlement. De toute façon, Vladimir Poutine a annoncé sa décision après une réunion en visioconférence largement retransmise à la télévision avec des responsables politiques, électoraux et sanitaires. Le référendum prévu en avril a été d'ailleurs repoussé à cause du coronavirus. Grâce à cette réforme, Vladimir Poutine pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2036. Le président dirige d'ailleurs la Russie depuis l'an 2000. La réforme renforce aussi certaines prérogatives présidentielles, introduit un salaire minimum garanti et entérine une vision conservatrice de la Russie avec la mention de la foi en Dieu et le mariage possible uniquement entre un homme et une femme. Il faut préciser par ailleurs que le mariage homosexuel est proscrit du côté de la Russie. La solidarité contre le racisme et les violences policières a largement dépassé les frontières des États-Unis. Une semaine après la mort de George Floyd lors d'une arrestation menée par un policier blanc, Zurich, Berlin, Dublin et les autres villes encore, les manifestations de soutien se sont multipliées dans plusieurs villes d'Europe. Ce lundi, à Zurich, environ 1000 personnes ont marché pacifiquement avec des pancartes Black Lives Matter, le nom du mouvement né en 2013 aux États-Unis. À Berlin, c'est en silence que des manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade américaine. Je crois vraiment que les problèmes qu'ils ont n'ont rien à voir avec les quelques mauvaises personnes. C'est un problème systémique et il faudra y remédier, explique d'ailleurs un professeur originaire des États-Unis. Même slogan repris à Dublin, la capitale irlandaise, où plusieurs milliers de personnes ont défilé lundi après Londres dimanche dernier. Donald Trump, fou furieux, a du mal à contenir sa colère et menace de lâcher des milliers de soldats dans un premier temps dans la capitale américaine, Washington, pour tenter de reprendre le contrôle de la situation, rétablir l'ordre. C'est la première fois au cours de son mandat pourtant tumultueux que le président américain est confronté à un tel débordement dans la rue. Des centaines de milliers de personnes ne digèrent pas la mort de George Floyd, un noir de 46 ans, asphyxié par un policier blanc il y a 8 jours à Minneapolis. Symboliquement, Donald Trump s'est rendu à pied hier après-midi à l'église Saint-John, tout proche de
la Maison Blanche. L'édifice religieux avait été vandalisé par des manifestants dimanche soir et ostensiblement devançant de quelques mètres un petit groupe de membres de son cabinet. Le chef de l'État américain est allé poser devant le lieu de culte une Bible en main. Plus tôt dans la journée, ce n'était pas un homme de paix qui s'exprimait, qualifiant les manifestations au cœur de Washington de honte. Le président américain a averti qu'il allait donner l'ordre de déployer dans la capitale des milliers de soldats lourdement armés pour mettre un terme aux émeutes et au pillage qu'il a même qualifié de terrorisme intérieur. Il a également dit clairement au gouverneur des États où la protestation se propage, entraînant aussi des émeutes, que s'il n'agissait pas, il s'en chargerait lui-même. Les Afro-Américains sont minoritaires dans la manifestation parce qu'ils sont minoritaires à Minneapolis. Ils sont moins de 20% de la population. Ce sont les Afro-Américains qui mènent d'ailleurs le mouvement car ils sont touchés au cœur. Mais les manifestants, qu'ont rencontré d'ailleurs plusieurs journalistes, étaient essentiellement des Latino-Américains, des Blancs, des WAPs, épaule contre épaule avec cette communauté afro-américaine, déclare d'ailleurs un journaliste du côté de Euronews. Avec l'arrimage de la capsule SpaceX Dragon à l'ISS dimanche, c'est une nouvelle conquête spatiale qui a commencé. Une conquête et des conquérants qui sont désormais issus du monde civil et privé. Et déjà les Américains ont montré qu'ils allaient tout faire pour rester les leaders of the world, comme l'a dit Donald Trump et comme le répète l'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine. Je pense que c'est un moment dans l'histoire qui va faire réfléchir à ce qui est grand dans l'exploration, à ce qui est grand dans les États-Unis et à ce qu'on peut réussir quand on travaille ensemble. Mais réussir quoi au juste? Les États-Unis qui ne sont désormais plus dépendants des vaisseaux Soyouz de la Russie pour aller dans l'espace veulent retourner sur la Lune en 2024 et y installer une station spatiale avant 2028. La NASA dit vouloir rester dans le cadre du traité international de l'espace signé en 1967 qui interdit toute nationalisation de territoire extraterrestre et limite à des buts pacifiques l'exploration spatiale. Mais avec son programme Artemis, eh bien, l'agence américaine veut prendre une longueur d'avance et dicter elle-même de nouvelles règles au sujet, par exemple, du prélèvement et de l'utilisation des ressources lunaires. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Écho du Monde. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour demain. Restez sur notre chaîne. L'information y est en continu. Bonne journée et à demain, si pète à Dieu. Au revoir.